Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo très spéciale car en effet, j'interviewe mon mentor en e-commerce, Guillaume. Il a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à sa marque en e-commerce. Et aujourd'hui, il est là pour nous apporter de la valeur en e-commerce et nous parler un peu de son parcours entrepreneurial. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo car elle est remplie de valeur. Et en plus, il y a une surprise à la fin pour toutes les personnes qui font déjà un petit peu de chiffre d'affaires. Donc si tu as envie de bénéficier de ce cadeau incroyable, rejoins la communauté Mentor.com juste en bas dans la description. C'est une communauté 100% gratuite pour toutes les personnes extrêmement déterminées à réussir en e-commerce. Attention, on n'accepte pas tout le monde, il faut avoir un profil sérieux. Sans plus attendre, la vidéo commence tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Là, dans l'intro, je viens de dire à mon audience que tu es mon mentor, tu as généré plus de 10 millions d'euros en e-commerce. Est-ce que toi, tu peux te présenter, nous dire un peu plus sur toi, sur ce que tu fais actuellement, etc. Salut Lendon, déjà merci de me proposer de passer sur ta chaîne. Et alors, me présenter, je m'appelle Guillaume, je fais du business en ligne depuis, je sais plus, 2018, 2019, 2017, je sais plus exactement. En tout cas, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, je pense, en 2019 en business en ligne avec le e-commerce. Et puis depuis, je vis de mes business en ligne et c'est mon focus principal. Avant de bosser sur le business en ligne, j'étais étudiant en médecine. J'ai commencé le business en ligne et le e-commerce en parallèle de mes études de médecine. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté mes études de médecine pour me focaliser à 100% sur le business en ligne. Et ça, c'était fin 2019. Ok, intéressant. Et donc là, maintenant, tu es expatrié en Thaïlande comme moi. Donc toi, tu es à Bangkok. Est-ce que ça se passe bien à Bangkok? Tu t'y plais là-bas? Yes, je suis en Thaïlande depuis 2020, si je dis pas de bêtises. Là, je suis à Bangkok, mais j'ai vécu aussi à Chiang Mai, à Koh Samui, mais majoritairement à Bangkok. Et là, en effet, je suis vraiment installé à Bangkok. Et est-ce que je m'y plais bien? Carrément, je me verrais pas partir de Thaïlande pour l'instant. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, dans l'écran radar, il n'y a pas de départ de Thaïlande. Ouais, c'est sûr qu'on a de la chance là en Thaïlande, moi à Chiang Mai dans le nord. Tu m'avais dit aussi que tu voulais déménager dans le nord potentiellement. Donc peut-être qu'un jour on se retrouvera pour un podcast en IRL. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter, donc tu nous as dit que tu t'es lancé dans le business en 2019. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le business en ligne au tout début? Et comment en fait tu as trouvé le e-commerce ou même le premier business model dans lequel tu t'es lancé? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors mon parcours, d'ailleurs ma première vente en ligne, c'est pas vraiment en 2019, ni en 2017. Je pense que ça doit être en 2010-2011. Euh, non, 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 pardon, je dis des bêtises. C'est bien plus tôt que ça. C'est plutôt en 2000, je crois, parce que quand j'avais genre 10, 11, 12 ans, je sais plus exactement hein, sur les dates, j'ai vendu des cartes Yu-Gi-Oh sur Internet. Et c'est mes premières ventes en ligne à l'époque. Je faisais un petit peu de cash comme ça, sous le manteau évidemment. Hein, il y avait rien d'officiel, mais mes premières ventes, c'est comme ça. C'était un peu du e-commerce, les cartes Yu-Gi-Oh. Mais c'était vraiment très épisodique et j'ai vraiment refocus sur le business en ligne. Je pense que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, je dirais 2017, mais je suis pas sûr. Mais je sais, la première fois que j'ai compris que c'était possible de gagner de l'argent en ligne et de faire du business en ligne. Contrairement à plein de gens, moi j'ai pas tapé comment gagner de l'argent sur internet vu que j'avais pas forcément besoin d'argent. En tout cas, c'était pas un de mes focus principaux à ce moment-là. C'est juste que je faisais des études de médecine et à la fin de la sixième année, tu sais, il y a un internat à l'ECN et après t'as genre quelques mois de vacances et c'est vraiment un gros concours où tu bosses énormément. Et du coup, je regardais pour aller en vacances en Asie après ce gros concours. Et en faisant des recherches et tout, en regardant YouTube, j'ai vu qu'il y avait des gars, en fait, ils habitaient en Asie, mais ils y voyageaient pas, et ils vivaient en Asie, et ils vivaient de leur business en ligne. Je sais plus exactement sur qui je suis tombé au début, mais je dirais Jean Rivière, mais je suis pas certain, c'est tellement loin. Peut-être Stan de Marketing Mania aussi, mais je suis pas certain. Et ça m'a un peu mindfuck, quoi. J'ai compris, en fait, que il y avait vraiment des solutions alternatives, et moi, j'ai toujours...
enfin, quand on me demandait quand j'étais petit, je voulais pas avoir de patron et je voulais gagner beaucoup d'argent. Tu vois, c'était genre, voilà ce que je répondais quand j'étais petit. Et en fait, j'ai compris que ce truc de business en ligne, bah, c'était une vraie opportunité. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, ouais, je dirais en 2017, mais je suis plus sûr de la date. Petit à petit, pas forcément par le e-commerce, plus par l'infoprenariat, créer une audience, tout ça, parce que c'est un peu ce que fait Jean Rivière, tu vois, et tout ça. Et, euh, mais je me suis pas vraiment lancé, tu vois, j'ai commencé à me former au copywriting, au marketing en ligne, mais j'avais du mal à démarrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en médecine et la douleur n'était pas forcément suffisante pour me bouger le cul, hein, tout simplement. Et à un moment, je suis tombé sur encore du business en ligne, mais là, c'était du e-commerce. Je pense que c'était du Sébastien Cerise sur une formation gratuite là à l'époque, que j'étais pas forcément quali, mais ça, c'est là que je me suis lancé. Et j'ai embarqué deux amis avec moi, avec qui j'ai envoyé cette formation aussi, et on a démarré un petit peu à trois. Et tout a démarré comme ça. Et, euh, et quelques années après, donc en 2019, là, j'ai vraiment décidé de me focus à 100% dessus parce que je commençais à avoir des résultats petit à petit, même si j'ai mis beaucoup de temps. Et voilà. Ok. Donc tu t'es lancé du coup dans le e-commerce en 2019 avec des amis. Donc, bah, c'était quoi un peu le process? Juste, tu t'es lancé vite fait tout seul? Est-ce que tu t'es associé avec ces potes-là en e-commerce? Vous avez créé une boutique ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était quoi en fait qui s'est passé entre bah, t'as trouvé le e-commerce et t'as généré tes premières ventes? Il était où un peu l'entre-deux? Ouais, je pense que c'était février 2017 où j'ai trouvé le e-commerce. Et j'ai commencé à lancer mes pubs, ça devait être en juin 2017, mais peut-être 2018, je suis pas certain en fait. Peut-être 2018 en fait. Euh, Ok. et j'ai fait mes premières ventes sur Snapchat Ads, je dirais 2 semaines après avoir commencé. Et je me souviens, tu pouvais dépenser à cette époque-là, je crois que 50 euros par jour sur Snapchat Ads, pas moins. C'était le minimum, c'était 50 balles par jour. Et j'ai laissé tourner 2 jours et j'étais BE, tu vois. Et là, j'ai eu peur, j'ai tout coupé, quoi. Genre, je savais pas quoi faire, fallait envoyer les commandes. Je me disais, mais putain, faut payer des taxes, machin, j'ai pas envie de gérer ça, j'ai mes médecines à côté, tu vois. Et je me souviens, j'ai tout coupé. Ouais, ça a démarré comme ça. Et donc, ouais, j'ai fait mes premières ventes assez vite. Mais mes premiers vrais résultats où j'ai commencé à être vraiment rentable et tout, ça, je dirais qu'on est sur début janvier 2019, ouais. Ok, ok. Et donc, est-ce que là, tu as envie de partager un peu, c'était quoi tes premiers succès? C'était quoi un peu les niches dans lesquelles tu te lançais? Ou est-ce qu'après, bah, c'était les mêmes sur lesquels tu as pu scaler dans le futur? Ouais, alors faut que je me remémore bien, hein, c'est pas évident. Alors déjà, donc ouais, j'ai eu mes premières ventes assez vite, mais avant d'être rentable, ça a pris, je dirais, 1 an et demi à peu près. Mais, euh, Ok, mais surtout, c'est parce qu'en fait, j'étais pas vraiment focus dessus, comme je te disais. La douleur pour passer à l'action et vraiment changer de vie était pas assez forte parce que bah, j'étais étudiant en médecine, théoriquement la voie royale entre guillemets et tout, donc tu vois, j'étais pas en galère. J'étais pas en galère, même à ce moment-là, j'étais interne aux Antilles. Et je crois que je gagnais 3K par mois, un truc comme ça, peut-être même un peu plus, sans travailler beaucoup. Donc en fait, j'étais très confortable. Je me souviens, j'avais un logement de fonction et tout. Enfin, je dépensais 500 balles par mois, j'en gagnais plus de 3000. Ouais, j'avais pas vraiment de douleur à l'époque. Et le premier produit où j'étais bien rentable quand je dis ça, c'est genre 3, 4, 5K de bénéfices par mois. Je pense que donc, ouais, c'était janvier 2019, mais encore une fois, je suis plus très sûr des dates. Et j'étais sur un produit dans la niche beauté, sur le marché francophone. ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a quand même drivé à lancer tes premières boutiques, créer tes premiers business? Donc, à côté, tu avais médecine, tu étais quand même plus ou moins bien. Donc, est-ce que c'est parce que tu n'aimais pas ce que tu faisais en médecine? Ou est-ce que c'est vraiment parce que tu avais cette soif de trouver quelque chose pour vraiment te créer une liberté financière, Ouais, c'est etc. intéressant. Alors, déjà, j'ai commencé médecine un petit peu par défaut, entre guillemets. J'ai fait une première S, terminale S, et je savais pas trop quoi faire, et je suis parti en médecine parce que j'aimais bien les SVT et tout ça, et j'ai eu le concours de première année, et j'ai continué mes études, mais fondamentalement, j'avais pas ce truc où je voulais absolument faire ça. C'était un peu le chemin par défaut. Même si j'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Je regrette pas du tout d'être passé par là. Mine de rien, tu rencontres beaucoup de gens, tu découvres, tu sais parler aux gens et tout, c'est très intéressant. Mais ouais, fondamentalement, c'était pas ce que je voulais faire, parce qu'en faisant des stages et tout, tu te rends compte de ce que font les médecins, en fait. 30% du temps, ils remplissent des putains de papiers.
Ils ont plein de trucs qui sont inintéressants. Ils doivent suivre les recommandations de l'assurance maladie, les couilles. Enfin, c'était pas pour moi tous ces trucs-là. Moi, je veux de la liberté. Je veux faire ce que je veux. Comme je te disais, mon objectif, c'était pas d'avoir de patron. Et en fait, quand t'es médecin, t'as pas fondamentalement de patron si t'es libéral, mais tu dois faire des gardes. Tu dois décrocher le téléphone la nuit. Tu dois remplir des papiers. Enfin, tu vois, moi, ça m'a plus j'avançais et plus je me disais j'ai pas du tout envie de faire ça, ça va vraiment me saouler. Et je savais que j'allais fondamentalement, même si je finissais mes études, je ferais pas médecine. Alors pourtant, tu vois, j'aimais bien aider les gens et tout, il y avait beaucoup de choses que j'aimais bien, mais tout ce qui est règles, papier, machin, c'est pas pour moi ça. Ouais, tu te voyais pas continuer dans cette voie traditionnelle, un peu qui a été imposée pour toi dans ton parcours, et tu t'es dit que c'était mieux de lancer un Ouais, business, quoi. exactement, exactement. Ouais. Je me voyais beaucoup plus habiter en Ok, Thaïlande, vivre des business en ligne et puis voilà quoi. ok. Donc là, tu nous parles un peu de ton parcours scolaire et tes débuts dans l'e-commerce. Donc c'est à quel moment que tu t'es décidé enfin de te mettre à fond dans l'e-commerce, de faire ça full time et d'abandonner tes études, quoi. Donc c'est ça ce que tu as fait, si je Ouais, comprends tout à bien. fait. Ben, en fait, il y a eu vraiment un événement. Enfin, ouais. J'étais interne aux Antilles-Guyane et dans ton parcours aux Antilles-Guyane, tu dois faire un passage à Paris, tu vois. Enfin, en tout cas, dans ma situation. Et donc, en fait, j'avais 1 an et demi à faire à Paris sur je crois que c'était 4 ou 5 ans d'internat. Et en fait, ouais, Paris, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai envie de dire. La douleur à Paris est devenue beaucoup trop importante pour que je continue ces conneries entre guillemets, tu vois. Et genre, je me souviens parce que la goutte d'eau, c'était vraiment. Donc moi, j'avais pris psychiatrie pour avoir beaucoup de temps pour bosser sur mes études, tu vois. Et à Paris, en fait, il y a un moment, j'avais un stage. Il fallait que je prenne le RER. Donc là, j'ai découvert la vraie douleur du RER parce que normalement, sinon, j'habite en Bretagne, donc c'est plutôt cool et tout. Et, euh, et en fait, j'allais dans des camps de migrants avec des. Donc je discutais avec des gens qui n'étaient pas vraiment malades, qui venaient pour avoir les papiers, avec des interprètes qui parlaient pas un mot de français et je leur donnais des médocs parce qu'ils réclamaient des médocs pour machin. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ces conneries? Et la douleur est devenue trop insupportable. C'était tellement devenu insupportable que je me souviens, quand je rentrais chez moi, genre, je buvais une bière, tu vois. Tellement c'était. La douleur était venue vraiment trop forte. Et je me suis dit, mais putain, mais je me barre, quoi. Et là, je crois que j'ai tenu 2 semaines et demie dans ce stage et je me suis tiré, quoi. Ok, donc là, tu as eu ta première vraie expérience du métro boulot dodo et tu t'es dit, non, là, c'est mort. Avant, j'étais bien confortable quand même, tu vois, aux Antilles, tranquille, des gens sympas, machin, mais ouais, Paris, RERB. Au final, c'était une bonne Ah chose, quoi, ouais, parce que c'est ça c'est qui t'a incroyable. vraiment. De toute façon, c'est toujours Ouais, dans les événements les plus ouais. mauvais que les meilleures opportunités naissent, quoi. Ah ouais, non, je suis d'accord, même moi, mais ok, ok. Donc, ouais, là, c'était vraiment le truc de trop, t'en pouvais plus et tu t'es lancé à fond dans les coms jusqu'aujourd'hui où tu as généré plusieurs dizaines de millions d'euros, donc ce qui est plutôt pas Plusieurs mal. dizaines, non, mais plus de 10 millions, Ouais. oui. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Donc, c'est à quel moment, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu faisais déjà suffisamment d'argent pour gagner ta vie en e-commerce, ou est-ce que ça, c'était plus tard que ça s'est fait? Hmm. Ah, c'est toujours très dur de se souvenir, mais je dirais que je gagnais à peu près 5 canettes par mois à ce moment-là. Euh, Ok, donc grâce au ouais, grâce au e-commerce. e-com. Ok. Hmm. Ouais, 5 canettes. Et franchement, ça restait encore un gamble à ce moment-là, entre guillemets, tu vois, c'était pas genre, enfin, j'aurais pu me foirer, entre guillemets, et tout. Après, fondamentalement, au fond de moi, je savais que j'allais réussir, et vu que je comptais pas revenir en médecine, même si j'avais pris une année je crois que c'était de césure, je sais plus comment ça s'appelle, tu vois, j'avais l'opportunité au début, mais genre, j'avais très bien clarifié que je voulais plus jamais faire ça de ma vie et que je voulais me barrer, quoi. Et donc, ouais, je devais faire 5K et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Ok, ouais, de toute façon, là, t'avais pas de plan B, tu t'es dit, là, faut que je réussisse en e-commerce, j'ai pas le choix, En quoi. fait, souvent, on dit que le succès ne tient qu'à une décision, et ce jour-là, j'ai pris la décision vraiment d'arrêter médecine et de me mettre à 300% sur le e-commerce. Ouais. Ok, et du coup, quand tu t'es mis à 300% dans l'e-commerce, est-ce que t'as vu que tes chiffres, ils ont explosé, ou est-ce que t'as vraiment eu une période où ça stagnait et t'as dû vraiment te mettre dans la sauce? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça devait être je suis pas sûr, mais novembre 2019.
Donc les chiffres, non, n'ont pas explosé tout de suite. Après, j'étais plutôt en croissance. Je construisais tous les mois, tous les mois. D'ailleurs, à ce moment-là, ça je l'ai pas dit, mais je rejoignais mon associé Adam. Et on bossait tous les deux sur un produit, une marque, entre guillemets. Et c'est ça qui me rapportait de l'argent, entre guillemets. Et ouais, non, on a juste commencé à construire à deux, de plus en plus dans la même direction, de plus en plus fort et tout. Et il n'y a pas eu de résultat immédiat, par contre. Quelques mois plus tard, c'est là que mes business ont explosé. Et c'est vraiment le résultat d'avoir pris cette décision et de travailler à 100% dessus, sans avoir de plan B qui a fait que mes business ont explosé quelques mois plus tard, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres choses qui ont fait exploser ton business à ce moment-là ou c'était vraiment juste le fait d'avoir pris cette décision de se mettre à 200% dedans? Il y a eu le Covid aussi, quand même, qui a aidé, forcément. Après, sans même le Covid, même avant le Covid, ça commençait à monter de plus en plus, tu vois. Donc, le Covid a vraiment accéléré le truc, mais fondamentalement, on allait quand même dans cette direction-là, quoi. Et à ce moment-là, c'était quoi un peu le business? Est-ce que vous étiez plus sur Facebook Ads? Est-ce que c'était plutôt des influenceurs? C'est quoi un peu qui vous a fait exploser? Et surtout, c'est quoi qui a vraiment fait que ça a marché, Ouais, quoi? c'est marrant, je pense, je vais pas répondre à un truc Salut auquel Guillaume! tu t'attends, mais à ce moment-là, avant le Covid, on tourne sur Snapchat Ads et Google Ads, essentiellement. Je crois qu'il y a un moment, il y a même pas, genre, peut-être en janvier 2020, t'as peut-être même pas Facebook, je crois. On tourne vraiment que sur Snap et Google. On tartine sur Snapchat. À ce moment-là, on a découvert que les créas UGC, ça cartonne. On est dans les premiers à poncer les créas UGC en France sur Snapchat Ads. Je pense en vrai, il y avait personne. Enfin, il y avait un boulevard sur Snapchat Ads et retarget Google à ce moment-là. Et on était en train d'exploser en fait depuis septembre 2019 sur Snapchat Ads et Google parce qu'on s'était fait ban Facebook à l'époque. On savait pas quoi faire, enfin on connaissait rien aux règles Facebook. Et du coup, c'est quoi qui vous a fait un peu rentrer dans les UGC parce que j'imagine que, est-ce que c'est parce que vous êtes inspiré des États-Unis ou est-ce que vous avez vraiment juste découvert que c'était... Comment vous avez découvert en fait les Oh, UGC? c'est une bonne question ça, j'en sais rien en fait. Sur Snapchat en fait, tu sais, tu peux pas vraiment faire de photos, il te faut des vidéos quoi. Et en fait, du coup, je crois qu'on avait commencé, on avait demandé à une copine qui nous avait fait des UGC, ça a commencé comme ça. Et les résultats étaient complètement abusés par rapport au reste, et spécialement sur Snapchat, où les UGC sont vraiment importantes. Enfin, et du coup, on en a fait de plus en plus. On a eu plein de micro-influenceuses qui ont qui voulaient avoir le produit gratuitement et en échange, elles nous faisaient des vidéos, et ça a commencé comme ça. Et plus on a vu que ça marchait, plus on en faisait, et après, on a vu qu'il fallait faire que ça, en fait. Et en gros, en gros, si tu veux, on est arrivé pré-Covid avec des montagnes du GC. Et en fait, on était totalement en position pour aller surfer sur la vague Covid. Parce que déjà, le business, il était déjà en grosse croissance avant le Covid, en fait. Et du coup, vous avez juste eu l'idée de faire une vidéo avec une pote et vous avez réalisé que ça marchait super bien. Donc Ouais, vous avez même pas trouvé l'idée quelque part d'autre, quoi. ouais, franchement, c'était du full test. Je me souviens à l'époque, Ok, ouais, c'était vraiment full test. ok. Bah c'est super intéressant du coup parce que vraiment vous avez un peu été les pionniers du truc, quoi, les premiers à faire de Oui, l'UGC en maintenant, t'as France. tout le monde qui parle du GC partout et tout, mais c'est Ouais. vrai que nous, on a commencé en 2019 avec ça, et on avait déjà compris que ça cartonnait en 2019, quoi. Snapchat, Google, bah comme quoi, ouais, je dirais, je dis beaucoup dans la communauté qu'ils devraient choisir une seule plateforme dans laquelle se lancer au début, surtout s'ils sont tout seuls, devenir expert sur la plateforme avant d'en passer à une suivante. Donc toi, t'en penses quoi de ça et comment vous étiez organisé? Est-ce que toi, par exemple, tu étais plus sur Snapchat et ton associé sur Google ou comment vous avez géré un peu le truc avec les En plateformes? fait, moi, j'aime bien tester des nouveaux trucs tout le temps, tu vois. Et j'aime pas trop. J'aime bien tester des nouveaux trucs, mais genre, si je me fais ban, ça me fait chier, tu vois. Mon associé va être plus du genre à essayer de se faire des bans. Moi, je vais être plus du genre à essayer de lancer Google si je me fais ban Facebook, quoi, tu vois. Et je pense qu'en août 2019, on a lancé Google comme ça, parce qu'on s'était pris un ban Facebook à l'époque. Et comment dire, et du coup, Google, ça a commencé à cartonner, tu vois. Du YouTube Ads, du display. À l'époque, t'avais pas de Discovery, je crois, de mémoire, mais ouais, du search aussi.
Et en septembre, on s'est dit, putain, Google, ça marche bien et tout, bah, on va lancer Snap aussi, tu vois, sachant que moi, j'avais déjà fait, je me souviens, mes premières ventes, je crois en 2017 ou 2018, je me souviens plus exactement de la date, sur Snapchat. Et donc, du coup, j'étais trop chaud pour lancer du Snap, et là, les résultats sur Snapchat ont été abusés dès le début. Euh, et on savait qu'il y avait un putain de filon, quoi. Super ascension en tout cas, Snapchat, Google Ads, assez surprenant, mais c'est stylé. Et du coup, bon, bah, pour passer un peu à un autre sujet, un peu, moi, ce que j'aime bien demander aux personnes, c'est souvent, c'est quoi le plus gros bas, donc, quels a été les plus gros échecs, les plus gros moments difficiles dans leur business, même dans leur vie perso, des fois, parce que bah, souvent, c'est de ces moments-là qu'on apprend le plus et qu'on en tire le plus, et souvent, le succès vient directement de ces moments-là. Donc toi, est-ce que tu peux nous partager un peu quel a été bah, dans ton parcours les moments difficiles, je dirais même le moment le plus Bah, difficile. le moment le plus difficile, j'étais un peu partagé, c'était avant de prendre la décision de quitter mes études et de me focaliser à 3000% sur le e-commerce. C'était ce moment où je commençais à boire des bières en rentrant du taf. Là, tu sens qu'il faut changer quelque chose, quoi. Au bout de 15 jours, en rentrant du taf, à boire des bières, un truc que j'avais jamais fait avant, tu vois, et que j'ai jamais refait après aussi. Il fallait prendre une décision et voilà, ouais, ce moment m'a permis comment dire, de me focaliser à 100% sur le e-com et clairement, c'est le plus gros bas, en fait. Ok. Et depuis que tu t'es lancé en e-commerce, est-ce qu'il y a eu des périodes où franchement c'était dur, ou est-ce que c'était vraiment juste vous avez avancé de manière vous avez vraiment croissante sans avoir de gros Ouais, problèmes? je me souviens pas vraiment d'étapes où c'était vachement dur. Je pense qu'il y a eu quand même un post-Covid où les résultats, c'était beaucoup plus dur d'avoir les mêmes chiffres. Mais il n'y a pas eu non plus de baisse drastique du jour au lendemain pour nous. 2021, on a fait des super résultats, mais c'est vrai que le post-Covid, peut-être, on s'était dit que c'était la nouvelle normalité, mais il y a quand même vraiment une facilité à faire de l'argent pendant le Covid qui était absolument abusée. Même si c'est toujours facile d'en faire beaucoup, mais Covid, ouais, c'était délirant, quoi. On a fait des 1 million par mois pendant le Covid, quoi. Ouais, ça c'est incroyable, hein. Et ok. Et aussi, j'ai envie de poser une question par rapport aux émotions, parce que je sais que parmi les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, souvent, il y a beaucoup de problèmes émotionnels, même si des fois c'est dur de s'en rendre compte. Du type, tu vois, d'avoir un ascenseur émotionnel où tu as tes premiers gros chiffres et tu te sens super bien. Après, tu as une galère dans ton business qui te fait te sentir super mal. Donc, est-ce que toi, tu as expériencé ça dans ton business, ou est-ce que toi, vu que tu t'es lancé un peu plus tard, que tu étais dans une situation pas forcément facile avant, bah, c'était plus facile émotionnellement? Hum, alors, moi j'ai quand même toujours eu ce truc de vouloir bien faire les choses et de pas faire de hold-up en faisant n'importe quoi. Donc j'ai toujours été un peu dans une dynamique de construire, 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 en améliorant les choses de 1% tous les jours. Donc j'ai jamais eu ce truc. Enfin, et vu qu'on a été multiplateforme aussi, j'ai jamais eu ce truc où tout a disparu du jour au lendemain, tu vois. Donc évidemment, t'as des émotions négatives, souvent, tu vois, et c'était surtout au début, en fait, tu vois. Parce que quand tu commences à avoir un business qui te rapporte de l'argent tous les mois, qui te rapporte bien plus d'argent que tu en as besoin pour vivre, en fait, bah, ça marche pas toujours comme tu voudrais, ça marche pas toujours aussi vite que tu voudrais, mais de là à se sentir super mal, pas vraiment, en fait. Ok. Donc, toi, est-ce que tu as réussi du coup à être quand même assez détaché émotionnellement justement de ton business et des chiffres? Est-ce que pour toi c'était quelque chose de naturel, ou comment ça s'est passé par rapport à Je ça? pense pas que je suis détaché émotionnellement. Quand les chiffres sont moins bons, ça me fait chier, quoi. Mais j'arrive quand même à passer outre et à me focaliser sur construire pour créer des choses, quoi. Mais ouais, non, non, je pense que c'est très dur d'être détaché 100% émotionnellement. Après, c'est aussi l'intensité de l'émotion, quoi. Si ton émotion négative est tellement forte que tu restes en boule dans ton lit, là, il y a un problème, quoi. Si ça te fait juste te bouger le cul et pas aller au restaurant une fois de plus par semaine pour bosser, là, c'est bien, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc toi, c'était plutôt en mode un truc positif, ou juste ça t'a bougé le cul pour travailler plus, plutôt que de te dire putain, je sais pas quoi faire, et de te mettre en boule dans ton Ouais, lit, quoi. exactement. Il y a quand même, si tiens, sur un truc négatif que tu m'as demandé, c'était le post-Covid aussi, parce que pendant le Covid, on a tellement scale et tellement travaillé. Genre, je me souviens à un moment, je devais dormir 3 heures par nuit, quelque chose comme ça.
Et ouais, du coup, le poste 3 heures par nuit pendant 3 mois a été très douloureux. Je pense que ça, j'ai dû mettre 3 à 4 mois à m'en remettre, où j'arrivais plus à travailler, où j'étais vraiment rincé, quoi. Tellement on Ok. a... En mode Ouais, ouais, burn-out c'est un ça. peu. Vraiment, là j'étais vraiment épuisé. Ok. Je travaillais toujours, mais tu vois, je sentais que mon cerveau, il était plus à 100%. D'ailleurs, du coup, c'est un truc que j'évite maintenant. J'essaie de faire très attention à ça. Travailler beaucoup, oui. Genre travailler 12 heures par jour, il n'y a pas de problème. Travailler 21 heures par jour, c'est complètement con. Tu vois, donc il faut trouver quand même ton équilibre vie pro, vie perso. Même si tu as forcément des étapes ou des phases où tu es déséquilibré. Si ça arrive, ça va forcément arriver, mais faut faire le plus attention possible à pas... Parce que ça dure trop longtemps. Euh, et je dis ça, mais en fait, ça dépend de vous, quoi. Si vous avez tendance à jouer à la PlayStation et à fumer de la weed, peut-être que n'écoutez pas mon conseil. Si vous avez tendance à travailler 23 heures par jour, peut-être écoutez mon conseil, mais ça dépend de vous aussi. Mais faut trouver un équilibre parfois, que ce soit travailler plus ou travailler moins, quoi. Ok. Et du coup, mais tu dis que tu as travaillé 21 heures par jour, donc ok, donc toi tu bossais vraiment. Là, je faisais que ça. Ouais, ok. Ok, donc ouais, c'est. Ok, moi je savais pas ça, que tu avais bossé Quand j'ai arrêté 23 heures mes par études de jour. médecine, derrière, je travaillais 21 heures par jour. Enfin, j'exagère 21 heures parce que Ok. je dormais 8 heures, mais il y a eu un moment, ouais, je dormais 3 heures, donc... Ouais, tu faisais que Ouais. travailler, Mais quoi. même sinon, je faisais quasiment que travailler. Et quand je travaillais pas, tu vois, c'est genre, je regardais des vidéos YouTube sur le business, quoi. C'est quoi qui t'a fait, genre, qui t'a donné cette éthique de travail? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais en médecine ou parce que moi, la plupart des gens que je connais, ils ont pas cette éthique de travail, quoi. Ouais, bah c'est vouloir être libre. Enfin, genre, pour moi, l'argent, c'est incroyable, quoi. Ça t'achète des points de liberté. Tu fais ce que tu veux derrière. Ça vaut le coup de bosser. Et sinon, ouais, j'ai toujours été un peu comme ça aussi. Avant, je jouais aux jeux vidéo beaucoup, tu vois. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo, hein, genre, je sais pas combien de temps, mais des années et des années. Mais avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tu vois, à World of Warcraft. Et je bossais 16 heures par jour sur. Enfin, je travaillais 16 heures par jour sur. Ouais, si, je jouais à genre World of Warcraft 16 heures par jour et je gagnais des pièces d'or. Et en fait, quand je suis passé au business en ligne, bah, je travaille 16 heures par jour, mais je gagne des euros ou des dollars, quoi. Il y a finalement très peu de différence quand t'as nerd sur des jeux vidéo, de nerd sur du business en ligne. C'est très proche, à part que tu manifestes des choses dans la vraie vie au lieu d'être un putain de personnage et gagner des pièces d'or, quoi. Ok, ouais, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça, mais ouais, c'est marrant. Donc pour toi, parce que moi justement, j'ai jamais été un gamer, donc tu vois, moi j'ai du mal à voir les choses comme ça. Mais c'est vrai que toi, tu m'as dit, donc toi, tu arrives à voir le business en ligne comme un jeu vidéo, quoi, c'est ça. Ouais, pour moi c'est un jeu. J'adore le marketing, j'adore le copywriting, j'adore faire des créas, imaginer enfin avoir des idées, mettre des stratégies en place. Moi c'est un truc que je kiffe. Et j'adore travailler avec des gens aussi, tu vois, comme j'adorais jouer aux jeux vidéo avec des gens. Et en fait, c'est très peu différent, parce que quand je jouais aux jeux vidéo, j'étais avec des gens, je mettais des stratégies en place pour gagner, quoi. Là, c'est un peu pareil, quoi. Il y a très peu de différence, en fait. Est-ce que tu dirais en termes de plaisir que ça t'apporte, en termes de dopamine, c'est aussi similaire aux jeux vidéo ou est-ce que là, c'est un peu plus différent? Hum, ouais, je dirais que c'est assez similaire. Peut-être. Ouais, c'est assez similaire, je pense. Enfin, ouais, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo quand je fais du business, ouais. Ok, bah ça, je pense que c'est bien pour tous les gamers qui nous regardent. Bah, si vous voulez vraiment vous lancer dans le business en ligne, juste foncez et voyez ça comme un jeu vidéo, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner aux gamers. Ok. Et du coup, bah, vu qu'on a parlé un peu des bas, ce serait bien aussi, est-ce que tu peux nous partager, c'est quoi, par exemple, ton plus grand moment de fierté dans le business en ligne? Qu'est-ce qui t'a rendu extrêmement fier? Fier, je sais pas. Moi, ce qui m'amuse dans le business, franchement, c'est bosser avec des gens sur des projets et gagner de l'argent. Euh, genre créer des choses en particulier tout seul, tu vois, c'est un truc que je ferais pas forcément. Moi, il faut que je sois associé avec des gens que tu vois, que des gens qui veulent faire quelque chose. Et souvent, je me positionne plus en mode stratégie et marketing pour aider à créer cette chose. Mais du coup, ma plus grande fierté, je sais pas. Bizarrement, je te dirais que c'est des montants quand je gagnais vraiment des montants. Je me souviens au moment du Covid, ouais, des dizaines de milliers par jour de bénéf, quoi. Genre, je dirais que c'est le moment qui était le plus cool. Surtout à ce moment-là, en fait, c'était juste après avoir quitté mes études, donc ça,
ça signait un petit peu ce choix qui avait été le bon, quoi. Ok. Et du coup, ça faisait quoi? C'était quoi la sensation de faire des dizaines de milliers d'euros par jour? Est-ce que tu te sentais en mode, ok, là c'est bon, je suis riche, ou c'était quoi la Fin sensation? de liberté, franchement. Je savais que j'allais pouvoir faire ce que je veux, vivre où je veux, organiser mon temps comme je voulais, bosser sur ce que je voulais, m'amuser. Est-ce que c'était un soulagement? Ouais, peut-être soulagement plus que fierté, ouais. Ok. Genre, je te dis Soulagement de se dire, ah, je peux point de liberté, respirer. quoi. Ok. Chaque euro Ok, qui non, rentre c'est est super un nouveau intéressant. point de liberté, quoi. Ouais, donc toi, t'as pas vu les euros comme, ah ouais, je peux m'acheter une Lamborghini, Jamais, quoi. Toi, j'en ai t'as vu ça rien à vraiment foutre de comme, ça. Genre, oui. Bon, tu toi, me ouais, c'est connais, la tu me connais un liberté petit vraiment peu. qui t'attirait le Je plus. suis pas Oui, oui. vraiment un Lambo, j'ai pas de montre, j'ai pas de. Ouais, non, c'est sûr. Bah, ok, bah, de toute façon, maintenant, bah, aujourd'hui, c'est ça qui est cool, quoi. T'as atteint cette liberté depuis déjà un bon moment. Tu fais un peu ce que tu veux, tu voyages, tu vas dans les restaurants, tu fais ce que tu veux, quoi. Et c'est ça que t'as décidé de faire avec ton Ouais, argent. exactement. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une leçon que tu dirais qui a vraiment fait ton succès, quoi? Une leçon qui a vraiment contribué grandement à ton succès? Ou est-ce que c'était plus un amalgame de petites choses, donc plein de petites leçons qui t'ont aidé? Ouais, je pense que le succès ne tient qu'à une décision, quoi. C'est si tu te laisses le choix, il va pas se passer grand-chose, en fait. Que ce soit dans le pro, dans le perso, dans un peu tout ce que tu veux. Euh, Si t'as pas ce désir ardent, comme dirait Napoleon Hill, c'est compliqué en fait. Il va pas se passer grand chose quoi. Donc pour toi, une des leçons les plus importantes pour toi, ce serait par exemple de ne pas te laisser le choix et vraiment de te laisser dicter par tes ambitions ou ce que tu as envie d'accomplir, c'est ça? Définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation quoi. Vraiment et désir ardent ça veut dire que tu y penses jour et nuit quoi à ce que tu veux et que tu vas le faire quoi qu'il en coûte quoi. Et pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, est-ce que tu leur conseillerais juste d'essayer plein de trucs ou qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Passer du temps à essayer de définir ce qu'elles veulent, construire du rêve, discuter avec des gens, tester des choses, expérimenter des trucs le plus vite possible, le plus violemment possible pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Souvent, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus facile de définir ce que tu veux quand tu sais ce que tu veux pas aussi. Souvent, les expériences négatives ou les trucs vraiment, ça, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable, vont t'aider à définir un petit peu ce que tu veux aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois que ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que souvent les gens ils disent ouais, teste des trucs, tu vas trouver ta passion, mais c'est peut-être bien aussi de trouver les choses que t'as vraiment pas envie d'avoir dans ta vie, quoi. Bah du coup, est-ce que tu nous as déjà parlé de quelques chiffres et tout, est-ce que tu pourrais nous partager un peu du coup des résultats concrets, par exemple, quelle a été une de tes meilleures périodes, par exemple sur une période de 30, 90 jours, à toi de me dire, quels a été un peu tes meilleurs résultats que tu as eu en e-commerce? Bah, 3 millions 90 jours. 3 millions en 90 jours, ok. Ok, c'est très fort, hein. À, à 25% de marge à peu près, je dirais. 3 millions en 90 jours. Bon, bah, je pense qu'on a trouvé le titre pour la vidéo. Ouais, non, ça Ouais, sert à rien de pas faire un mal. truc putaclic comme ça. Ah, bah, on est Aïe, obligé, aïe, hein, aïe. pour le Ah YouTube merde, Game. tu vas bien niquer là. Ouais, ouais. Du coup, bah, selon toi, quelles sont par exemple les valeurs fondamentales qui permettent d'atteindre des résultats bah, comme toi, tu en as eu? Donc, qu'est-ce qui permet? Est-ce que ce sont des valeurs positives, donc de vouloir faire le bien, ou est-ce que c'est vraiment juste l'éthique de travail? C'est quoi que tu définirais comme super important pour atteindre des chiffres pareils? Détermination, je pense que l'éthique, non, pas vraiment, parce qu'il y a des gens, ils sont mal intentionnés, ils font beaucoup d'argent. T'as des gens bien intentionnés qui font beaucoup d'argent. Je pense pas que ce soit. Peut-être vouloir bien faire les choses quand même. J'ai envie de dire, peu importe le truc que tu piques, que tu choisis, pardon. Euh, Si tu as, tu as le souci du détail, euh, bien faire les choses, aller dans le fond des choses, ne pas laisser les choses au hasard, enfin, tu vois, être déterminé et pas laisser la place au hasard et vraiment faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Euh, Être déterminé, quoi. C'est, encore une fois, si c'est un truc que t'as envie de faire, ouais, ça serait cool et tout, c'est pas pareil que si t'es déterminé, tu vois, genre, si tu te fais bloquer Facebook, si t'es déterminé,
tu vas pas dire waouh, c'est trop dur, bon, c'est pas pour moi, je vais retourner au McDo, tu vois. Si tu te fais bloquer Facebook, tu vas trouver 12 solutions en moins de 48 heures pour redémarrer. Là, tu es déterminé, tu vois. Et ça, en réalité, c'est la clé, quoi. Parce que les challenges, les défis, les situations, il y en a tout le temps. Et en fait, c'est ta réaction par rapport à ça qui fait que tu vas avoir des résultats, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est super important, le fait de juste de comment tu réagis au problème. Et je pense que c'est la plupart des gens, surtout les débutants, ils comprennent pas qu'il y a un tas de facteurs externes que tu peux pas vraiment contrôler, mais que s'il y a une chose que tu peux contrôler, c'est bien toi-même. Et que du coup, bah, ça sert à rien de blâmer quoi que ce soit sur un tel, et qu'il faut vraiment juste bah, blâmer en fait tout sur toi, prendre responsabilité de tout, vu qu'au final, bah, c'est toi qui vas devoir résoudre le problème. Donc, vaut mieux juste être responsable et ne même pas perdre son temps à penser à qui la faute, etc. Ok, bah non, mais ça, en vrai, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que même moi, c'est un des trucs, je pense, c'est vraiment pour moi, c'était un peu ça le déclic de quand il fallait vraiment que je me bouge le cul et je me suis dit, ok, là, c'est au lieu de juste, que si ça marche pas, juste me passer à autre chose, bah, de vraiment juste comprendre, essayer de comprendre, et essayer de résoudre et de régler le problème au plus vite, comme tu as dit. Et d'ailleurs, en parlant de déclic, toi, est-ce que du coup, tu as eu un déclic en particulier? Je sais que tu as eu le déclic de médecine et tout, enfin de ta période assez difficile, mais est-ce que tu as eu un déclic aussi en termes de business? Je sais pas comment, si c'est clair ce que je dis, mais tu sais, un déclic où tu te dis, ok, maintenant je vais faire les choses bien, je vais être déterminé, comme tu as dit là, les valeurs qu'il fallait avoir. C'est quoi un peu qui t'a donné cette mentalité? Je sais pas, quand je fais quelque chose, j'y vais souvent quand même à fond, quoi. Je me donne pas forcément beaucoup d'objectifs, mais quand j'ai vraiment un truc que je veux, ça va être dur de m'empêcher de l'avoir, quoi. J'ai toujours eu ça, quoi. Et ouais, genre, je suis très intolérant à la frustration. Je vais toujours trouver une solution pour avoir ce que je veux, quoi. Euh, le non n'est pas quelque chose d'acceptable pour moi. Euh, non, c'est le début d'un oui, quoi. Et enfin, ouais, je lâche pas le morceau, quoi. Ok, donc toi tu dirais que t'as pas vraiment eu de déclic, enfin t'as pas eu de gros déblocage quoi, c'est plus un peu inné, c'était un peu en toi quoi, cette façon de faire, cette façon entrepreneuriale. Ouais, je sais même pas si c'est un truc entrepreneurial, mais c'est genre, ouais, je vais toujours essayer d'arriver à mes fins. Donc, si je vois que mon attitude n'est pas la bonne pour obtenir ce que je veux, je vais modifier mon attitude. Euh, Bien que je pars toujours avec des idées préconçues, des a priori et tout, je suis quand même capable de remettre, de réévaluer ce que je suis en train de faire, mes actions, pour, euh, pour changer le résultat si le résultat ne me convient pas, quoi. Et ça, ouais, ça c'est, j'ai souvent eu ça. Et moi, j'ai toujours été très résultat. Genre, je crois que quand j'étais plus jeune, les profs écrivaient toujours partisans du moindre effort. Euh, mais c'était, ouais, j'ai toujours vu le résultat au moindre effort possible. Euh, quand il y a quelque chose, quand je veux quelque chose, je vais toujours trouver la solution la plus rapide, la plus facile pour l'obtenir. Et ce qui a des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre. Il y a des projets où ça va pas trop, il y a des projets où ça va bien. Non 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 mais en vrai c'est super intéressant ce que tu dis là et ouais même moi en vrai c'est vrai que ça a toujours été un peu ça, les profs pareil ils m'ont toujours un peu qualifié de flemmard, et tu vois que comme quoi j'avais des capacités mais que voilà j'étais pas dans le travail, pas du tout, quoi. Donc, non, je peux relate par rapport à ça. Et je pense que, ouais, pareil, ça a été positif dans ma vie comme ça a été négatif. Donc, Pour rebondir sur ok. ça, peut-être là, il y a quelque chose qui me vient, c'est peut-être quand même que médecine m'a aidé par rapport à ça. À travailler plus, à mettre plus d'efforts, à être un peu plus consistant. Parce que mine de rien, pour avoir les concours de médecine, le premier concours et tout, j'ai dû travailler. Mais j'ai toujours travaillé quand même au moindre effort. Je travaillais plus,
plus intelligemment. Mais bon, en fait, Ok, ouais, je vais toujours travailler plus intelligemment avant de travailler plus, quoi. je comprends. Ça fait du sens au final. Surtout dans le business, en vrai, c'est pas plus mal souvent. Et d'ailleurs, toi, t'as abandonné médecine, du coup, en quelle année? C'était en huitième année. En huitième année, donc c'était vers la fin, c'est ça? Ouais, t'as le concours de l'internat à la fin de la sixième année, et après tu choisis ta spécialité, qui peut être médecin généraliste ou d'autres spécialités. Et ta spécialité, alors ça a peut-être changé, je me souviens peut-être plus, mais c'est 3 à 5 ans de mémoire, suivant ce que tu choisis. Et je crois psychiatrie c'était 10 ans, donc j'ai arrêté en huitième année sur 10. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui est dans ses études, qui a peut-être bientôt fini, qui se dit ok, allez encore une année et après je peux faire ce que j'ai envie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? Est-ce que tu leur dirais de continuer? Est-ce que tu leur dirais d'arrêter? Ou est-ce que tu as un conseil à leur apporter par rapport à cette décision? Démerde-toi. Voilà ce que je lui dirais. Non, non, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'arrêter ses études, c'est une décision personnelle. Chacun se démerde, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ça peut marcher pour certains, ça peut foirer pour d'autres. Et si tu prends cette décision parce que quelqu'un te l'a dit, t'es vraiment con. Euh, donc, euh, donc non, non, démerde-toi, voilà mon conseil. Ok, donc juste pour là, un peu quelques questions de fin, parce que je pense là on va bientôt finir. Euh, donc pour les entrepreneurs e-commerce là qui nous écoutent, ceux qui se lancent dans le dropshipping, ceux qui ont fait quelques ventes mais qui n'arrivent pas encore à en vivre, quels conseils pourrais-tu leur donner là au stade où ils en Ne sont? réinvente pas la roue, copie ce qui marche. Enfin, vole ce qui marche, entre guillemets, quoi. Ne fais pas de copier-coller bêtement. Inspire-toi grandement de ce qui marche, améliore un petit peu. Euh, Peut-être tu prends deux trucs qui marchent, tu les combines. Tu vois, genre, mais réinvente pas la roue de zéro. Inspire-toi grandement de ce qui marche. Beaucoup de boîtes qui fonctionnent en fait sont des quasiment quasi copies d'autres boîtes. C'est vachement dur de créer un truc de zéro qui n'a jamais fonctionné avant. C'est vachement plus facile de s'inspirer grandement de quelque chose qui fonctionne et de le modifier un petit peu à sa sauce en l'améliorant. Et c'est souvent comme ça qu'on a des résultats. Donc, euh, prends un truc qui marche et améliore-le. C'est mon conseil. Ok. Et quand tu dis améliore, est-ce que tu parles plus du côté marketing, plus du côté web, ou est-ce que ce serait plus du côté du produit, ou est-ce que ça peut être dans n'importe quel Les domaine? deux, si t'améliores le produit et le marketing, a priori, si t'as un truc qui marche, t'améliores le produit et le marketing, a priori, tu vas cartonner, quoi. Il y a peu de chances que ça marche pas, sauf si le truc que tu copies a des avantages compétitifs qui sont totalement hors d'accessibilité pour toi. Ok, ok. Intéressant. Et basé sur ce que toi tu sais maintenant, ce que tu fais aujourd'hui, euh, est-ce que tu ferais les choses différemment de quand tu t'es lancé en e-commerce? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ton début de parcours? Hmm, Début de parcours différemment. C'est très dur de dire différemment parce qu'en fait, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ce parcours-là, donc c'est assez. Je pense qu'il m'a beaucoup fait perdre de temps entre guillemets. C'est les peurs de se lancer, se poser trop de questions, le plan B, machin. Mais c'est peut-être fondamentalement quelque chose de nécessaire, un passage nécessaire. Donc je sais pas si je ferais quelque chose différemment. Euh, je pense qu'au début, il y a un truc qui m'a moi beaucoup fait perdre de temps, c'est de vouloir réinventer la roue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné ce conseil. J'avais des exemples de trucs qui cartonnaient, mais je voulais faire un truc différent, ce qui était complètement con. Ok, ok. Et du coup, bah, pour ceux qui sont au début et qui se posent encore pas mal de questions, tu leur dirais quoi? Juste Ouais, lance-toi? entoure-toi de personnes qui, euh, qui font la même chose que toi. Essaye de t'inspirer de personnes qui ont déjà ce que tu veux et les écouter, toujours en prenant tes propres décisions évidemment. Faut pas les écouter bêtement non plus, mais et ouais, reproduis ce qui marche, quoi. Ok. Ok, bon, dernière petite question e-commerce. Est-ce que tu vois une prochaine grande tendance dans le e-commerce? Quel trend est-ce que tu vois dans ce monde-là et comment est-ce que tu recommanderais aux personnes de s'y C'est une préparer? bonne question. Peut-être les recherches IA. Peut-être Google va un peu être mis au second plan et en fait les gens achèteront via ChatGPT. Et donc peut-être dès que c'est disponible, se positionner sur OpenAI Ads, j'en sais rien.
Peut-être le live aussi. Le live shopping, c'est déjà bien ancré. Je pense fondamentalement que, Attends, live shopping, c'est... Ah, tu veux dire les lives sur TikTok, ouais, par par exemple? exemple, ouais, c'est Twitch Ok. aussi, enfin, peu importe. Et je pense que la clé pour le e-commerce pour le futur, c'est juste de faire un bon produit, en fait. D'avoir des clients contents et avoir un bon produit. En fait, si tu as un bon produit avec des clients contents, et que tu suis un petit peu les nouveautés, ça va fonctionner pour toi, en fait. Parce que le Facebook Ads, le Snapchat Ads, le TikTok Ads, enfin, toutes ces plateformes, ça évolue tout le temps, en fait. Mais la base du business, c'est d'avoir des clients contents, en fait. Donc si tu fais tout pour améliorer le produit, avoir des clients contents, ton business, il va, a priori, bien se porter, quoi, à part si les gens n'achètent plus de produits, mais à mon avis, ça ne va pas arriver, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ok, ok. Est-ce que tu leur dirais aussi du coup, de commencer à se former sur l'intelligence artificielle, tout ça? Est-ce que ça c'est un acquis pour toi et que tu penses même, tu penses même pas que ça a lieu d'être Se dit? former sur l'intelligence artificielle, oui, bah de toute façon, ouais, j'ai pas trop parlé de ça pendant ce call, mais se former, c'est la base, quoi. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la curiosité, se former, apprendre tous les jours, c'est la base du business, quoi. Si à partir du moment où tu ne te formes pas, tu fais pas de ce qu'on appelle du swiping, de regarder ce que font les autres, de machin, tu es mort, quoi. Donc, faut lire des livres, faut écouter des audios, faut regarder des vidéos, faut aller à des événements, faut acheter des formations, faut regarder ce que font les concurrents, faut rencontrer des gens pour discuter avec eux de ce qui marche, faut faire des tests, enfin, ça c'est quand même la base du business, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis complètement d'accord et je pense d'ailleurs que justement pour tous les entrepreneurs qui nous regardent de tout niveau, ça c'est super super important de juste continuellement apprendre, continuellement s'instruire et avoir toujours cette soif d'apprentissage, quoi. C'est primordial. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où on a une abondance d'informations. Je pense vraiment que c'est une des choses les plus importantes dans le business. Ok. Pour finir, où est-ce que tu vois ton entreprise ou tes projets futurs? Est-ce que tu as quelques trucs que tu as envie de nous partager? Mon entreprise, on s'en fout un peu, enfin, peu importe l'entreprise, j'ai envie de dire, j'ai pas une boîte en particulier que je veux faire exploser. Projet futur, moi, c'est créer des gens, enfin, créer des choses avec des gens, quoi. J'ai, peu importe ce que je crée, j'ai envie de créer des choses incroyables avec des gens exceptionnels. C'est ce qui me fait kiffer, donc, comme je t'ai dit, moi, je me positionne souvent plutôt en stratégie, vision, marketing euh, pour aider les gens à développer des projets sur des choses que vraiment ils veulent, des produits qu'ils veulent pousser. C'est un peu ma position de prédilection. Donc, ouais, c'est juste trouver des gens avec qui m'associer et avec qui on crée des choses incroyables, quoi. Ok, donc ouais, en gros, tu as envie de te lancer. Et donc là, tu te limites plus qu'au e-commerce. Tu as juste envie de faire des projets qui te parlent vraiment et qui t'intéressent vraiment, Ouais, quoi. ouais, ça fait un moment que je fais pas forcément que du e-commerce. Alors, je fais toujours du e-commerce, hein. Mais c'est vrai que moi, à la base, quand je me suis lancé, hein, je t'ai dit, je suis tombé plutôt sur Jean Rivière. Jean Rivière, c'est pas un e-commerçant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le marketing et tout ça. Donc, e-commerce, c'est incroyable, mais c'est pas forcément le seul focus que j'ai. Ok, bah nickel. Et je pense qu'on peut terminer là. En tout cas, merci à toi, Guillaume, d'avoir participé à cette petite interview podcast. Et à toutes les personnes qui nous regardent, en début de vidéo, j'ai dit qu'on avait une surprise pour vous à la fin. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec Guillaume, c'est pour les membres de la communauté. Donc, si vous avez envie de rejoindre Mentor Ecom, la communauté 100% gratuite pour les personnes déterminées à se lancer en e-commerce, si vous rejoignez la communauté ou que vous en faites déjà partie, Guillaume propose aux intermédiaires, donc aux personnes qui ont déjà quelque chose qui tourne, un audit 100% gratuit de leur business, donc du shop et des publicités, que ce soit Facebook ou sur n'importe quelle plateforme. Donc, si tu fais des chiffres et que tu as envie d'avoir un audit gratuit de Guillaume qui a généré plus de 10 millions d'euros de e-commerce, eh ben, je t'invite fortement à rejoindre. Le lien sera en dessous dans la description. Merci à toi, Guillaume, pour ce cadeau. Merci à toi, Landon, hein, pour l'invitation. Et puis, bah, c'est cool de discuter ensemble. Enfin, même si
Ça fait Même si toujours c'est surtout plaisir. moi qui ai discuté, quoi. Ouais, ouais. Non, mais franchement, merci pour toute la valeur que tu nous as apportée. Et bah, peut-être qu'on te reverra bientôt sur la chaîne. Donc, force à Force toi. à toi, Landon. Ciao.